que ce soit chez les clients ou en interne. Quelque chose que je trouve essentiel, c'est de continuer à apprendre en travaillant. Et grâce à Hermès, on a l'opportunité de passer des certifications et qui vont derrière nous apprendre à maîtriser mieux une technologie ou à évoluer au sein d'un projet. J'ai aussi choisi Hermès parce que Hermès offre 3 mois de formation aux juniors et c'est super rassurant quand on vient de sortir des études. Ce que j'aime chez Hermès, c'est vraiment l'ambiance et l'entraide qui règne entre les différents collaborateurs, et ce à tout niveau, que ce soit au niveau des consultants ou au niveau du management. C'est une entreprise à taille humaine qui est jeune et dynamique. Dès que je suis arrivée ici, j'ai été plongée dans un environnement motivant et accueillant. Ça m'épanouit complètement. Une technologie que j'aime beaucoup et qui est fort utilisée chez Hermès, c'est Power BI. C'est un outil qui va permettre de créer des rapports où on va montrer au client les données qu'il a générées de façon organisée, de sorte à ce qu'il puisse après prendre des décisions qui ont de la valeur pour son business. Eh bien, Hermès en 3 valeurs, je mettrais la compétence, la notion de service et l'esprit d'équipe. C'est aussi la possibilité de proposer différentes initiatives, que ce soit en interne ou chez le client, et de pouvoir mettre en œuvre ces différents challenges. Ce que j'aime aussi, c'est le dynamisme dont font preuve les collaborateurs, et c'est toujours un plaisir de les voir s'accomplir et s'épanouir professionnellement. Ce qui me fait lever le matin, l'enthousiasme d'entreprendre, de relever des défis, de partager des projets. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, merci encore à notre sponsor Hermès. Ce sont eux qui nous permettent de rendre cet événement possible. C'est une excellente entreprise, je dois dire. Très connue en Belgique. Oui. Très bon sponsor. J'ai eu la joie de travailler sur des projets avec eux et effectivement, ils sont très chouettes. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur gouvernance, bonne pratique et culture des données en entreprise. Alors, aujourd'hui, on va avoir en fait des intervenants en live et des intervenants qu'on a été chercher un peu partout autour du monde pour répondre à des questions autour de la culture des données. Alors, nous avons… Isabelle, si je peux te permettre, tu partages ton écran et tu partages ma vue. Donc, si… oui, ce qui ne me déplaît pas, mais malgré tout. Oui, j'allais demander justement à Lazare de bien vouloir également… partager voilà, sa caméra. Comme ça, j'ai le plaisir quand même de présenter les personnes live. C'était fait à dessein. Absolument. Donc, c'est une table ronde. Donc, au niveau de fond d'écran et autres, ça va être un petit peu de tout. Alors, maintenant que j'ai bien été interrompue dans le déroulement… Pardon. De mon introduction, tout ceci est enregistré. Bon, je vais commencer par me présenter, voilà, et puis ensuite, chacun d'entre nous va se présenter, et puis on ira voir les présentations des personnes que j'ai été chercher autour du monde, comme je le disais. Donc, moi, c'est Isabelle Van Kampenhout, comme vous l'entendez probablement. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Je travaille sur la plateforme de données de Microsoft depuis 22 ans maintenant. Voilà, je suis consultante, traineuse, formatrice, pardon, speaker, etc. Et surtout, je suis fort impliquée dans la communauté en tant que MVP Data Platform et co-organisatrice d'événements. Voilà, alors, je ne sais pas, on peut peut-être commencer par Lazare. Donc, merci Isabelle pour l'invitation. Donc, Lazare Solami, je suis cofondateur de Data Galaxy, une plateforme collaborative de gouvernance de données française. On est basé à Lyon. Avant Data Galaxy, pendant 15 ans, j'ai été praticien en tant que consultant Analytics, BI et projet de système d'information, toujours avec une forte prise avec les données. Serge ? Alors, moi, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Power Platform Associates. Et mon rôle, je suis un MVP depuis 14 ans. Mon rôle, c'est, je travaille dans la Power Platform, plus précisément dans tout ce qui est Power Apps et Power Automate, en fait. Ça fait 30 ans que je suis dans l'IT. J'étais développeur avant, j'ai fait beaucoup d'Oracle aussi. Et dans notre société,
la personne qui s'occupe de la partie data, en fait, c'est Isabelle. Donc, voilà. Absolument. Mais les données, et on va en parler, je pense, tout de suite maintenant, les données n'appartiennent pas qu'aux gens de la donnée, les données sont partout. Et fatalement, il est intéressant d'avoir des points de vue qui viennent d'horizons un petit peu différents. Alors en live, on va avoir un petit peu plus tard Christian Côté qui est de Montréal et qui va nous rejoindre. Mais pour lui, il est encore 4 heures du matin. Donc, on va un petit peu patienter. Il est très matinal, mais il ne va pas arriver tout de suite, et on le comprend évidemment. Et puis, à côté de ça, je vais vous passer le... Hop, hop, hop. Je dois gérer 50 écrans, mais on va avoir un petit peu de patience. On va aller voir les différentes personnes que j'ai été chercher pour cette table ronde. Alors, le premier d'entre eux, je vais juste venir nous le mettre ici. Si vous travaillez dans Power BI de façon intense, vous êtes probablement familier avec Matthew Roche. Donc, Matthew Roche travaille pour Microsoft et je vais le laisser se présenter. J'espère juste que j'ai bien mis la petite case. Vous me laissez juste 2 secondes. Voilà. C'est bon. Voilà, voilà. Ouais, on va peut-être mettre le son. C'est une catastrophe. C'est les aléas du direct. Tu as besoin d'aide? Tu veux partager ton écran pour qu'on t'aide ou... Vous ne voyez pas mon écran? Non, on te voit toi et voilà, on voit pas ton écran, on voit les caméras en fait. Ok, pas de souci. Ouais. Je vais recommencer. Pas de problème. Share content. Oui, ça c'est le bon écran. Ok. Voilà. C'était bon. Voilà, c'est bon. Ok. Hey, I'm Matthew Roach. I'm a program manager on the Power BI customer advisory team at Microsoft. In this role, for the past 3 years or so, I get to work with some of the biggest Power BI customers around the world, both helping them succeed with Power BI and in helping Power BI grow to become a better tool for enterprise business intelligence. Before I joined the Power BI CAT team, I was a program manager shipping capabilities in Azure Data Catalog, in Power BI V1, and in SQL Server Integration Services, Master Data Services, and Data Quality Services. Before I joined Microsoft in 2008, I was a Microsoft MVP with a focus on SQL Server Integration Services. And for the 15 years or so before that, I had been a mentor, trainer, consultant, data architect, and development lead with a focus on building end-to-end solutions based on the Microsoft development and data platform. Voilà donc pour Matthew. Qui va répondre à une série de questions. Nous allons également avoir Franck Mercier, également de Microsoft et qui lui travaille à Montréal. Je suis Franck Mercier. En fait, j'ai rejoint Microsoft en 1999 au support produit de la gamme Office.
Bon, ensuite, après, j'ai évolué toujours dans des fonctions techniques où j'ai eu la chance de passer à l'avant-vente sur les solutions management de projet, qui étaient déjà des solutions assez métiers. Puis après, j'ai basculé dans tout ce qui était BI. J'ai aussi la chance d'être évangéliste. Et puis, c'est d'ailleurs à cette période où Isabelle, on s'est rencontrés et on a fait de superbes sessions ensemble. Et puis, en 2017, j'ai pris l'opportunité de migrer au Canada, à Montréal plus précisément, pour prendre la position de Cloud Solution Architect. Et c'est ce que j'occupe encore aujourd'hui. Et je m'occupe de toute la plateforme de données de Microsoft pour nos grands clients ici et pour les aider à avoir du succès dans leurs projets. Alors, hop, on a également Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour Isabelle. Alors, on a le plaisir de travailler ensemble sur un projet. Est-ce que tu peux en 2 mots te présenter et dire un petit peu quel est ton rôle sur ce projet? Ok, donc je m'appelle Édouard, je suis consultant Power BI maintenant depuis quelques années. Avant ça, j'ai fait des études en économie et en gestion. Et donc, je t'ai rencontré ici chez les clients. Et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je les aide à utiliser Power BI, à apprendre comment consommer des rapports et créer des rapports. Voilà. Alors, on a encore un autre intervenant, mais dont je n'ai pas l'introduction, mais qui n'est plus vraiment, je pense, à présenter. Il s'agit de Jean-Pierre Riel, qui a aussi, je pense que Lazare, tu le connais, Serge aussi, bien sûr, depuis de nombreuses années, donc qui était fort frustré de ne pas pouvoir participer à la table ronde parce que c'est son sujet, un de ses sujets favoris, mais donc il a répondu à une série de questions. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler maintenant? On va avoir des questions qui vont passer. J'ai demandé à Mathieu Roche, qui est vraiment connu au niveau de la gouvernance sur Power BI, de faire une courte réponse aux questions. Et puis, on va partir de là pour discuter et pour aller voir ce qui est possible. On va démarrer peut-être par la première question, mais j'ai également quelque chose pour rendre cette table ronde un peu plus vivante. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mes écrans entre les 2 sessions, mais je vais vous demander de vous rendre sur vos téléphones et de... Je vais simplement revenir en arrière pour démarrer ça gentiment. Voilà. Voilà, c'est carrément le redémarrer. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir vous donner le premier écran. Donc, en fait, vous utilisez votre téléphone, vous utilisez le QR code ou vous utilisez simplement l'URL wooclap.com/PowerSaturday et ça permettra de faire une sorte d'intervention à la demande ensuite, puisque selon les questions, vous pourrez choisir qui va être la prochaine personne à parler. Donc, voilà, je vous demande de vous rendre ici et au fur et à mesure de l'intervention, du déroulement de la table ronde, il y aura des petites questions qui vont arriver pour vous dans la foulée, histoire que nous ne soyons pas les seuls à travailler, n'est-ce pas? Alors, à présent, on va s'intéresser à la toute première question de cette table ronde. On va voir ce que Mathieu nous en dit. Et on va voir quelle est cette première question. So we see the words data culture more and more,
But behind that buzzword, what is the true meaning of this phrase for you? So for me, the definition of a data culture really needs to be grounded in the definition of cultures in general. And a culture is that set of common shared behaviors and values that are shared by a group of people. And for a data culture, it's typically an organization or part of an organization where the values and behaviors focus on the appropriate use of data. So more people working with more of the right data in more of the right ways, more of the time. That is a data culture. Bien. Alors, nous avons ici la première question, hein, donc la data culture. Buzzword, qu'est-ce que ça évoque pour vous? On a eu la réponse de Matthew. Alors, je ne sais pas, Lazare, si tu veux intervenir. Donc oui, en fait, c'est clairement aujourd'hui un Graal. Et derrière ça, aujourd'hui, pour moi, data culture, c'est avoir une prise de décision qui est 100% basée sur les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à énormément de données et les organisations dans leur transformation data-driven. L'idée, c'est qu'on ait moins de subjectifs, ça ne va pas complètement aliéner le côté visionnaire, mais aujourd'hui, on a besoin de décider sur des faits, sur les données. Et pour pouvoir le faire, pour moi, il y a 3 piliers importants qui doivent être partagés dans une organisation. C'est tout simplement donner une certaine awareness de la donnée qui existe, qui circule, de comment ça marche, qui est vraiment des bases partagées pour que l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui sachent et comprennent c'est quoi une donnée, c'est quoi son contexte. Le deuxième pilier, c'est clairement aussi avoir un minimum de skills partagés autour de comment analyser, comment exploiter les données. On parle beaucoup du côté self-BI aujourd'hui, mais c'est avec la self-BI, il y a aussi pas mal de pratiques qui doivent se démocratiser au mode self, c'est self-extraction ou self-décision, qui est le troisième pilier. C'est du moment que j'ai analysé et que j'ai vu les données, c'est aussi apprendre à décider sur la base des données. Et donc, pour moi, c'est ça ce qui fait une culture de la data, c'est qu'on sache identifier les données, on sache minimum les exploiter et on sache prendre des décisions sur ces données le plus largement possible à toute échelle d'une organisation. Serge, un petit mot à ce propos. Ton micro est muté. Voilà, je disais, je suis un peu l'outsider parce que je suis dans le monde des business process et de tout ce qui est Office 365 en général. Et la vision que j'ai rejoint un peu celle de Matthew dans le sens où c'est une culture autour de la façon dont on peut exploiter les data. Et quand on parle de data, je vois 2 types de data. Il y a les data structurées et les data non structurées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les data non structurées, c'est tous les documents. Or, il se fait que énormément d'informations, des data structurées se retrouvent dans les documents et sont fortement analysées. Il y a des rapports, de l'intelligence qui est mise là-dedans, de la description qui est mise, les risques sont mis là-dedans. Et donc, voilà. Et donc, le partage de ces données-là, c'est aussi les documents avec cette intelligence. Donc, c'est les deux. Et dans le monde SharePoint d'où je viens un peu, on est soumis à ces problématiques-là de partage, de trouver les bonnes données, d'être sûr qu'il n'y a qu'une version des données. Et donc, on a cette problématique-là aussi. Donc, c'est vraiment ces 2 mondes qui se réunissent. Merci. Alors, ce que nous allons faire à présent, c'est que je vais vous demander d'aller vers vos téléphones. Normalement, vous avez dû vous connecter ici sur le WooClap Power Saturday 21. Première question qui va apparaître chez vous, c'est la possibilité aussi de dire ce que vous évoque ce buzzword data culture, la culture des données. Donc, le principe, c'est que vous écrivez un mot ou plusieurs et vous pouvez également taguer, mettre un like sur ce que vous trouvez relevant ou pertinent et qui aura été posté.
Donc, si vous êtes d'accord avec certains mots, normalement, vous avez la possibilité de faire un like dessus et ils apparaissent plus gros à l'écran. Alors, je vois que démocratisation mais apparaît de plus en plus grand dans le nuage de mots, hein, avec des choses tout à fait intéressantes, hein, data, mise à jour, accessibilité, transparence, voilà. Donc, décision, évidemment, qui se retrouve là. Donc, tous ces mots pour vous évoquent la data culture. Je vais vous demander maintenant de choisir quel va être notre prochain intervenant. Donc, est-ce que vous avez envie d'écouter Clément, Jean-Pierre, Franck, Mathieu? Et j'ai oublié aussi, parce que je n'avais pas de petite vidéo d'introduction, mais Mélissa nous a aussi laissé quelques informations sur le sujet. Donc, Mélissa Coates, pour ceux qui connaissent, est aussi quelqu'un, et elle va présenter cet après-midi une session basée notamment sur le fait de faire grandir la confiance dans vos rapports. Hein, donc, je vous engage fortement à aller voir cette session parce qu'elle est vraiment top. OK. Alors, on va commencer par regarder ce que Jean-Pierre a à nous dire sur la data culture. Pas de problème, on va aller voir ça. Donc, c'était Jean-Pierre. On n'entend pas, Isabelle. Vous n'entendez pas? Non. Ah, c'est assez terrifiant parce qu'en fait, j'ai partagé mon écran avec l'option d'avoir le son. Les autres fois, vous aviez entendu le son, hein? Oui, tout à fait. C'est comme si ça se désactivait au bout d'un moment. Super. Bon, bah, c'est Teams, voilà. C'est Teams. On fera un peu de montage, hein. Je pense que ça va être indispensable. OK. Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Non. Non. Mes enfants. Alors, je prends le son, je partage l'écran, voilà. Et est-ce que vous voyez bien? Je vais revenir au début et on va aller. Alors, ce que je mets derrière le mot data culture, c'est principalement le fait que les collaborateurs d'une entreprise deviennent acteurs de leurs données. Très souvent, même avec des jobs d'analyste, on a des gens qui sont assez passifs. Ça, on attend qu'on nous donne la réponse à notre question, qu'on nous donne le chiffre tout près. Être analyste, développer une data culture à l'échelle individuelle, c'est de devenir acteur de ses propres données et aller chercher les informations qui se trouvent, souvent des informations très importantes qui se trouvent dans les données. À l'échelle de l'entreprise, la data culture crée une sorte d'émulation, une sorte d'intelligence collective qui va permettre individuellement ou collectivement finalement d'en faire plus et de surperformer ses concurrents par rapport aux données. Voilà pour Jean-Pierre. Alors, dans la foulée, on va peut-être voir qui vous souhaitez voir ensuite. Alors, nous avons Clément et Mélissa. On va commencer par Clément. Alors, en fait, de plus en plus, on entend le mot data culture ou data literacy, donc c'est un peu un buzzword. Et pour toi, il a quel sens ce mot-là? Si je te dis data culture, ça te fait penser à quoi? Oui, c'est vrai que data culture, on n'en parle pas beaucoup chez les clients, même si nous, on sait ce que c'est. Moi, quand on me dit data culture, c'est vraiment l'idée de comprendre pourquoi est-ce qu'on exploite les données et quelle est la valeur derrière. Donc voilà, c'est ça en quelques mots. C'est pas comment utiliser l'outil, c'est pas comment créer des rapports, c'est à quoi ça sert et au final, c'est pour prendre des décisions ou alors aider des personnes dans leur travail quotidien.
Alors, évidemment, je vois qu'il y a des personnes pour lesquelles on n'a pas voté, mais je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas le choix, hein. Vous aurez leur réponse, quoi qu'il en soit. Donc, on va quand même aller écouter Franck sur ce coup-là. Qui présente d'ailleurs en début d'après-midi, Franck, une session sur Azure Purview que je vous engage à aller voir. C'est quand même des choses intéressantes qui se préparent de ce côté-là. Pom, pom, pom. Voyons Franck. Ouais, moi je vois souvent data driven, c'est comme ça que je vais l'associer en fait, pour avoir une culture générale de la donnée, c'est-à-dire comment la capter, comment la stocker correctement, comment la comprendre et surtout comment s'en servir d'une manière conforme en interne et en externe par rapport aux régulations type RGPD, ce genre de choses. En fait, c'est la donnée dans son ensemble, la donnée en tant que telle et la donnée et tout ce qu'il y a autour de cette donnée, comment on l'utilise, la régulation, ce genre de choses. C'est comme ça que je vois moi la data culture. Voilà, alors je pense qu'on nous avait aussi demandé à Mélissa. Alors, Mélissa n'a pas eu le temps de faire des vidéos, mais elle nous a envoyé très gentiment quelques slides qu'elle nous a fait ici, dans lesquels elle a répondu à certaines des questions. Alors, elle n'a pas répondu à la première question en fait, donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais je vais déjà ouvrir son fichier. Hop, voilà. Et je vous propose de passer à la question suivante, à moins que Serge et Lazare souhaitent encore ajouter quelque chose ou rebondir sur ce qu'ils ont entendu, parce qu'évidemment, c'est un peu la difficulté de l'exercice. On est en live et puis on a des gens qui parlent de façon statique. Ils n'auront pas de droit de réponse, mais vous pouvez réagir à ce qu'ils ont dit. Moi, ce que je pense aussi, c'est effectivement de ce qu'on a entendu, c'est le lien entre la donnée et le métier. Donc, quel est réellement l'impact de cette donnée qu'on voit, qui est virtuelle, qui est un peu abstraite, sur le business, en fait. Et ça, c'est pas seulement valable pour la donnée, c'est valable pour tout, hein. C'est toujours ce focus sur le business, en fait. Donc, très concrètement, à quoi ça correspond? Ça, c'est vraiment le point, à mon avis, qui est capital, essentiel, en fait. Ouais. Lazare? Je partage complètement en fait aujourd'hui derrière cette culture. Donc, c'est quoi la valeur, comment on va le mesurer? Moi, il y a un exemple que j'ai souvent pris au départ pour expliquer, donner du corps à cette notion. C'est de se dire aujourd'hui, posséder de la donnée n'est pas un souci. Toutes les organisations ont de la donnée. La technologie aujourd'hui, bah, voilà, notamment avec des outils comme Power BI, aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Pour incarner cette culture, aujourd'hui, si on prend deux organisations de la même taille, qui ont le même accès à la donnée, qui ont le même accès aux compétences humaines, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la capacité à l'une ou à l'autre de décider plus rapidement sur la base des mêmes données. Celle qui va gagner, c'est celle qui a la meilleure culture et c'est en fait la somme de tout ce qu'on a pu entendre, un peu de maîtrise d'outils, mais beaucoup de savoir-faire autour de la conscience de la donnée, comment la valoriser, comment l'exploiter, comment on décide dessus ensemble. Et c'est ça vraiment la factualisation de la culture de la donnée pour gagner. Pour gagner, je dirais après, il faut aussi passer, avoir une mise en œuvre directe, évidemment, rapidement. Exactement. Donc, il y a tout le processus. Mais tout à fait d'accord. Je vous propose donc de nous intéresser à la deuxième question et voir où ça va nous mener. Donc, on va avoir Mathieu qui va à nouveau nous présenter la question. J'espère que je n'aurai pas perdu le son système entre-temps, puisque c'est ça qui semble être un petit peu problématique. Voilà. Hop. Je me demande si je ne sais pas refermer ça. Non. Bon, OK. Question 2. Ici. Et Mathieu. Vous me dites pour le son, hein? Il
n'y a pas de son, en fait. OK. Do you think Est-ce que vous avez le Oui, son là? c'est bon. Maintenant, oui. that a data culture is something that only business users need to learn? Or do you see opportunities for learning even for IT departments? So, two ways to respond. The first one is that a culture isn't something that you learn, it's something that you do. And typically, a user will become part of the culture by interacting with other members and observing and emulating their behaviors. So I guess that is learning in a way, but the other way to respond is that a data culture cannot succeed without the involvement and participation from members of both business and IT communities. A business user can't access and work with the right data in the right way at the right time unless the data owner, which is often someone in IT, can grant them access. IT participation is absolutely vital for any successful data culture. Donc, voilà, la question étant, cette data culture, est-ce qu'on doit simplement aller la répandre comme la bonne parole chez nos utilisateurs en disant, vous savez, les données, voilà, ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, qui demande aussi que les services informatiques réfléchissent à l'application et rentrent dans cette culture de données. Donc, on a eu la réponse de Mathieu ici. Je ne sais pas, Lazare, tu veux réagir? En fait, j'espère que je ne vais pas frustrer les plus technologues de l'audience. Aujourd'hui, je pense que c'est clairement quelque chose, je partage ce qui a été évoqué par Mathieu, des deux côtés. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les équipes IT aient plus de culture ou soient plus matures sur la culture de la data. Ils sont peut-être plus matures en hard skill. Ils ont l'outil, ils maîtrisent la technologie pour faire des choses avec la donnée. Mais aujourd'hui, il manque de la culture pour donner du sens à ces données dans le sens du business, du métier. C'est-à-dire, pendant longtemps, l'IT a manipulé la donnée comme un asset quelque part froid, qu'on stocke, qu'on déplace, qu'on transforme, qu'on compute. Et aujourd'hui, pour moi, le métier doit acquérir la culture de comment ça marche et de tout ce qu'on peut faire avec la donnée, pour que justement, il amène à l'IT une aide sur quels sont les bons usages qu'on peut faire de cette donnée. Et l'IT, de la même manière, il va devoir gagner en culture métier de la donnée, c'est-à-dire que parfois, on peut faire beaucoup de choses en termes d'optimisation de data, mais quelque part, ce n'est pas très orienté business. Donc, en fait, la culture doit être commune. Il y a un pas à faire des deux côtés. On peut avoir des sous-cultures tribales plus technologiques côté IT, plus business côté métier, mais aujourd'hui, la culture commune, c'est ça le ciment, et c'est ça qui va engager réellement la transformation d'une entreprise autour de quelque chose qui est beaucoup plus data-driven. Je pense que le mot a été évoqué tout à l'heure. Oui, j'aime beaucoup cette idée aussi de culture commune, et puis quand tu parlais d'approche tribale technologique, c'est un peu ça. On va y revenir dans la question suivante également. Je vais passer maintenant les vidéos des différents intervenants. De toute façon, on va tous les passer en revue. Donc, cette fois-ci, je vais laisser à Serge le choix de choisir quelle vidéo on va regarder en premier. Et puis après, tu pourras intervenir. Peux-tu montrer la liste vidéo? C'est toujours pareil. Tu as Mathieu, tu as Jean-Pierre, tu as… Il faut noter, il faut suivre. Ah oui, voilà. Donc, tu vas voir ici. Je vais prendre Édouard. Édouard. Oui, allons voir Édouard. Alors, la vie d'un développeur Power BI qui intervient beaucoup avec les équipes métiers, justement. Oui, c'est vrai que si on demande à un data engineer qu'est-ce que c'est la culture des données, il va montrer peut-être un pipeline dans Azure ou alors sur SSIS des data flows, tandis qu'un utilisateur, il va plutôt parler des termes business qu'il connaît. Je pense que, en tout cas, que ce soit au niveau IT ou au niveau business, j'essaierai toujours de parler de data culture comme quelque chose qui est collectif, donc c'est-à-dire qu'on partage avec des gens, plutôt quelque chose qu'on apprend tout seul de son côté. Et ça, en IT, on a parfois une faiblesse là-dessus, on travaille beaucoup, on est
dans notre petite bulle, on connaît plein de choses, mais on les partage pas spécialement avec les personnes qui sont à côté de nous, ou dans le même département ou dans le département d'à côté. Et donc, ouais, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a… je te laisse réagir éventuellement, Serge, puisque je te l'avais promis. Ah, mais tu n'es pas obligé. Je t'ai invité juste pour t'obliger à te taire. Voilà. Donc j'ai dû me lever plus tôt. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le même problème de l'interaction entre l'IT et le business, en fait. Et la culture de l'IT est en train de changer. Hein, donc, elle va vers le business. Et c'est pas que pour les data, c'est aussi pour les business process. Hein, donc, on doit pouvoir gagner par rapport à la concurrence en ayant évidemment les data pertinentes, mais en ayant aussi les business process qui vont en même temps, en fait, hein, qui sont associés. Et donc, c'est toujours ce même problème. Et en règle générale, et ça c'est pour la data, moi je travaille plutôt pour l'IT, mais de plus en plus vers le business, je vais m'asseoir dans le business. Donc, je m'assieds chez eux. J'ai plus de bureau à l'IT, je reste chez eux, je me mets dans leur culture, en fait, j'écoute ce qui se passe, en fait, je mange avec eux, j'écoute leurs problèmes, et progressivement, on comprend leur domaine, on comprend leurs problèmes et on comprend leurs data. Et ça frustre un peu l'IT parce que je suis plus chez eux, en fait. Hein, donc, parfois, j'ai des menaces. J'ai des menaces de l'IT qui me disent « Revenez, viens, on doit… » Parce que l'IT aime bien avoir la main. Mais donc, voilà, vivre avec le business, s'immerger de leur culture, en fait, pour l'IT, c'est vraiment fondamental. Il y a vraiment un grand geste à faire. Il faut vraiment vivre avec eux en tant qu'IT. On a besoin de l'IT, en fait. Hein, mais, ouais. C'est presque écuménique ce que tu me dis. C'est beau, c'est beau. Mais tu as raison, je rebondirai dessus. Mais moi aussi, j'ai des projets maintenant où je suis appelée par le métier et je ne suis plus appelée par les services informatiques. Et ça, on va en reparler dans les autres questions. Allons voir, par exemple, ce que Jean-Pierre a envie de nous dire sur le sujet. Alors, quelles compétences il faut pour développer cette culture des données en entreprise? Alors, ce que je dis souvent, avant tout, et c'est primordial, c'est de connaître les données de son propre métier, de sa propre entreprise. Et ça, c'est pas une compétence technique. Hein, c'est finalement de la culture d'entreprise. Quand on arrive dans un job ou dans une entreprise, on se doit de connaître les chiffres clés, les éléments qui composent notre quotidien, notre propre métier. Ensuite, on doit apprendre à tout simplement utiliser, manipuler, croiser ces données pour comprendre et avoir ce niveau d'analyse, devenir analyste et acteur de son propre métier. Alors, il y a des bonnes pratiques, des façons de faire qui peuvent être plus ou moins techniques, plus ou moins complexes, mais avant tout, c'est finalement des agrégations, des sommes, des moyennes, du bon sens, de la logique. Donc finalement des compétences qui sont accessibles à tous et qui sont en aucun cas réservées à une élite ou à des informaticiens. Eh bien voilà. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de grosse contestation autour de cette question. Hein. Il semblerait que nous ayons cette volonté de nous retrouver tous ensemble autour de la donnée. Alors, on va peut-être regarder, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que Mélissa n'avait pas répondu à cette question-là, mais nous avons encore Franck. Donc, on va aller voir ce que Franck nous dit sur le sujet. Parce que pour plus les parties techniques, effectivement, il faut peut-être les sensibiliser plus que l'utilisateur. En fait, moi, je pense qu'il faut faire une sensibilisation pour tout le monde. Et en fonction de l'usage et comment tu dois traiter les données, insister sur certains points. Typiquement pour les gens de l'IT, leur dire écoutez, la donnée, vous allez l'ingérer, vous avez la stocker. Essayez dans un premier temps, même si vous n'avez pas ce qu'il y a dedans, de la protéger à un minimum. Et pour les utilisateurs, ok, vous allez utiliser vos données dans du reporting, algorithme de machine learning ou quoi, ok. Éviter de partager de manière massive. Et moi, ce que j'ai aussi aux utilisateurs, lorsque vous faites un rapport et que vous n'arrivez pas à passer une barrière de sécurité parce que vous n'arrivez pas à partager parce que vous n'avez pas les droits, faites pas un publish to web, par exemple.
Faites pas ce genre de bêtises et demandez pourquoi vous ne pouvez pas partager ces données. Donc, je pense que c'est plutôt une sensibilisation globale et après appuyer sur certains points en fonction de l'usage qu'on va faire de la donnée. Voilà, donc ici, nous avons déjà Franck qui vient avec des cas concrets et qui illustre qu'effectivement, quand il n'y a pas de dialogue, moi j'ai tendance à dire la vie trouve son chemin. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'IT est complètement fermé, et on va en revenir quand on va discuter self-service, etc., il va se produire tout naturellement des workarounds, des fuites, il faut que ça marche. L'utilisateur, il veut que ça marche. Il ne comprend pas pourquoi sur son téléphone, il a des apps fantastiques qui fonctionnent bien et pourquoi au boulot, c'est tellement compliqué d'obtenir l'ergonomie qu'ils souhaitent. On voit le succès. Alors ça, c'est aussi assez fabuleux. Les solutions SaaS comme Power BI ou comme Office 365 au départ, donc SharePoint Online, on a vu tout à coup des services métiers qui prenaient la décision eux-mêmes de s'acheter des licences et de démarrer parce que comme c'était du SaaS, ils ne devaient pas commencer à impliquer nécessairement le service informatique, il fallait juste sortir la carte de crédit en fait. Hein. Je pense que vous avez peut-être croisé ce genre de situation aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne marchait pas parce qu'ils étaient coincés, parce qu'ils avaient fait des choix qui techniquement allaient leur poser un souci. Hein. Donc ici, on a une illustration un peu plus concrète de ce qui peut se passer quand on n'a pas ce partage de culture. Avant qu'on passe à la question suivante, vous souhaitez encore ajouter quelque chose? Au final, très peu de hard skills aujourd'hui. On est vraiment dans savoir mieux travailler ensemble autour de la donnée. Ok, allons voir notre troisième question. Alors pour ça, hop. Et donc c'est Mathieu qui va nous la dévoiler. Et donc, il n'y a pas de son au début, c'est normal. Hein, ça, c'est juste quand il y a la question. Le son arrive après. IT means information technology. Don't you think that we focus too much on the technology and not enough on information? So that's a great question, and I definitely do agree. This is also true of business intelligence, where business intelligence almost always will fall into an IT or a technology-centric discipline in most situations. And information technology exists to ensure that the people who are performing business functions have the information and the resources that they need to do their work. And in a healthy and successful data culture, IT and business work together in collaboration where each one focuses on their part of the broader problem to bring their skills to drive the common success of the organization as a whole. But as many of you probably see, this is not true in every organization, and that there is maturity that is required to achieve this goal. Alors, on reste un peu dans la même note finalement dans la réponse de Mathieu, hein, toujours dans cet écuménisme, si je puis dire, entre l'IT et le métier, mais je trouve qu'il introduit un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre. Il dit, voilà, on sait que ce n'est pas vrai dans toutes les entreprises, qu'on n'y est pas encore du tout et que ça demande de la maturité. Et donc, Lazare, pour toi, cette maturité, comment est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à ça? En fait, aujourd'hui, je pense que cette maturité, aujourd'hui, elle est en train d'être accélérée sur le terrain par deux choses. Par l'arrivée du SaaS, et je pense que là, du coup, il y a un gros catalyseur aujourd'hui. Hein, quelque part, il y a un côté marche forcée vers cette culture d'attaque qui vient par le SaaS, qui rend la technologie accessible et la technologie est devenue inconsommable. Je pense qu'aujourd'hui, la révolution Power BI, on va pas la refaire. Donc aujourd'hui, les organisations derrière se fait
sont en train de s'organiser. Tout à l'heure, on a parlé, la maturité vient aussi par la définition de nouveaux rôles, par des réorganisations. Donc, on voit apparaître des fiches de poste autour du data stewardship. Donc, aujourd'hui, quand on va appointer des data stewardship, quelque part, c'est un signe de maturité qui dénote qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer. On voit aussi beaucoup d'organisations qui, ça y est, aujourd'hui, ont nommé des Chief Data Officers avec une vraie roadmap, avec une vraie stratégie. Donc, ce n'est plus un rôle qu'on cherche à comprendre où on va le positionner. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sont généralement dans des COMEX, ils sont dans des niveaux de décision avec une vraie trajectoire et des pouvoirs pour changer de l'organisationnel et pour mener des transformations technologiques et qui généralement sont accélérées par du cloud et par ce côté self-service. Donc tout ça aujourd'hui, c'est ça la maturité. La maturité, certaines entreprises aujourd'hui commencent à la planifier et à l'exécuter. Et en fait, on voit une accélération de cette montée en maturité. Et on voit des entreprises qui aujourd'hui la subissent encore un peu parce qu'il y a cette tendance un peu quelque part conservatrice, notamment qui vient beaucoup par moment de l'IT, malheureusement, il faut qu'on se le dise, par rapport à une sorte de pouvoir qui se sentent qu'ils ont peur de se faire déposséder de quelque chose qui va allécher le métier, mais qui est une fausse impression parce qu'au contraire, en fait, c'est une opportunité de travailler plus étroitement avec le métier et de valoriser encore plus le savoir-faire qu'ils ont historiquement sur la data. Et c'est un peu tout ça aujourd'hui qui fait cette maturité culturelle dans une partie un peu frictionnelle, mais pour les plus matures, dans une partie qui commence à être planifiée. Et donc aujourd'hui, c'est ça un peu le monde dans lequel on évolue aujourd'hui et ça rejoint le côté data ou information. Serge ? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que effectivement, et c'est un peu pour rejoindre ce que Mathieu disait tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a trop de technologie, pas assez d'informations, en fait, c'est un problème qui existe depuis tout le temps, depuis le début de l'informatique en réalité. À savoir que il faut essayer, on doit essayer de plus en plus de se baser sur le métier en faisant des cas d'utilisation. C'est quelque chose qui se perd en fait, on voit de moins en moins ça. Peut-être parce qu'il y a trop d'outils. Mais essayer de rester axé sur le business en se focalisant uniquement sur la problématique business grâce à ce qu'on appelait dans le temps des use cases qu'on n'apprend plus du tout dans les écoles. On n'apprend plus dans les écoles en fait. Hein. C'est assez surprenant. Or, c'est la partie la plus importante. Et donc, et la technologie doit pouvoir être totalement orthogonale et venir après. Mais je ne vois pas beaucoup de progrès dans cette direction-là en fait. Je vois qu'il y a beaucoup d'outils. Les gens ont beaucoup d'outils, ils peuvent manger beaucoup de data, il y a de plus en plus de data, il y a d'ailleurs une fatigue de la data, de l'analytics, mais je ne vois pas beaucoup de réflexion sur business, en fait, de réflexion sur le métier en général. Je trouve que ça se dégrade ces dernières années. Hein, donc, et l'autre aspect aussi, pour revenir sur ce que tu disais, Lazare, l'IT a peur de partager les informations ou de donner du pouvoir au business, pas seulement parce qu'il a peur de perdre du pouvoir, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes de sécurité dont ils sont responsables. Et alors, on doit trouver cet équilibre-là, en fait, qui doit avoir lieu. Mais je veux dire, il y a un risque, en fait. Hein, le risque fait partie du métier. Hein, mais je veux dire, il faut trouver la solution. Je n'ai pas la solution, hein, tout. Mais je les comprends. Je les comprends tout à fait. On va revenir sur ce point dans une des questions suivantes. Par contre, je voulais… Voilà. On parle d'outils, d'une part, hein, de techniques, et d'autre part, on parle d'informations, de données, donc de métiers en tant que tel. Mais est-ce que du coup, maintenant qu'on a des outils techniques qui sont c'est quand même plus facile de manipuler un jeu de données dans Power BI que, je ne sais pas, d'en créer un à l'époque dans Cognos ou dans des systèmes ou dans OBI, Oracle BI. Enfin, moi, je suis encore des clients qui travaillent aussi sur des technologies plus anciennes. Mais est-ce que du coup, on n'a pas, parce qu'on est toujours dans ces techniques et dans ces technologies, on n'a pas aussi une nouvelle génération d'outils qui vient et qui, elle, va permettre de faire justement la gestion autour de la donnée pour améliorer l'expérience. Et à ça, je pense les métadonnées, le master data, la qualité des données, etc. Donc, il y a une nouvelle niche qui était déjà présente, mais qui vient un peu plus en avant-scène.
Et donc, est-ce que là, on n'a pas de nouveau une petite attention à avoir pour ne pas se dire, OK, ben super, je vais créer un catalogue de données incroyable, mais si on ne reste pas proche du métier, qui va utiliser le catalogue de données? Enfin, je suis un peu confuse, mais je pense que tu as probablement des idées sur le sujet, Lazare. En fait, d'autant plus que Data Galaxy, on est principalement en catalogue de données dans ce qu'on est dit. Et donc, j'entends en fait, moi, je souhaiterais revenir quand même sur le point évoqué par Serge par rapport à la sécurité. Aujourd'hui, c'est peut-être un point de vue personnel. Je pense que malheureusement, il y a pas mal de sujets de sécurité qui restent assez dogmatiques et qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire et que ce n'est pas toujours bien fondé. Évidemment, la sécurité est la question fondamentale, en fait. Maintenant, c'est comment on s'assure qu'on ne fait pas de la sursécurité et comment on s'assure que la sécurité ne devient pas l'élément qui va nous empêcher d'avancer et qu'on va finir avec une organisation ultra sécurisée, mais quelque part qui est isolée. Donc, c'est un vrai frein et c'est un vrai questionnement. On est en plein dans le sujet par rapport à la culture data. Et la bonne sécurité, c'est celle qui est la sécurité proportionnée par rapport au risque et par rapport à l'usage. Donc maintenant, pour revenir sur les nouveaux outils, les nouveaux outils, justement, ils aident à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la réalité de la data, c'est qu'elle est hybride. Historiquement, voilà, on était dans l'organisation, tout était en premise. Il ne faut pas négliger ce point, parce que ce point-là, il est quelque part à l'origine de tous ces échanges. Et le fait qu'on commence à avoir des données dans le cloud, quelque part, il y a pas mal de paradigmes qu'il faut changer. Et les nouveaux outils qui manipulent, type les catalogues de données, type les outils de gestion d'identité des collaborateurs, type les outils de partage, parce qu'avec la culture data viennent des sujets de data sharing et des sujets d'open data qu'on peut soit ouvrir, soit consommer. Et les outils type aujourd'hui data catalogue ou les outils de data gouvernance et la discipline de la data gouvernance globalement, aujourd'hui trouve toute sa place pour venir être le support à la culture data pour que quand même ça ne soit pas non plus l'anarchie, parce qu'on ne peut pas partir dans quelque chose qui soit complètement collaboratif, ouverte, etc. Il y a des règles, il y a un cadre, et ces outils-là amènent ce cadre-là. Maintenant, il y a énormément de choses qui sont encore à apprendre, donc je ne pense pas qu'on ait encore trouvé cet équilibre, et c'est l'échange et c'est cette courbe de maturité aujourd'hui mélangée de pragmatisme aussi de tests, de cas d'usage. Là, du coup, complètement d'accord avec Serge, il faut revenir aux fondamentaux aujourd'hui, les cas d'usage, qu'est-ce qu'on a envie de faire avant de se lancer dans les choix de la techno. Et en fait, ce qui amène à dire que notre sujet de culture data, c'est cas d'usage et moyens qu'on met en face. La data, à la fin, c'est le dernier des soucis. C'est quasiment pas, il n'y a pas de souci autour de la data. C'est qu'est-ce qu'on veut en faire et quels moyens on met en face pour qu'on tire de la valeur de cette data. Super. Alors, on va aller voir ce que nos autres intervenants ont à dire par rapport à cette question. Ah non, je suis au bon endroit. Alors, qui va-t-on choisir cette fois? Pom, pom, pom. On va aller chercher, on va peut-être aller chercher, on va commencer par Franck cette fois-ci. Hop. Alors, c'est vrai qu'ici aussi, pour la petite anecdote, on dit TI, ici à Québec, et pas IT. Donc, ce qui fait plus de sens si on reste français. Ceci dit, pour bien répondre à ta question, alors c'est des discussions qu'on voit effectivement de plus en plus. Il y a encore 2-3 ans, lorsqu'on parlait de données, c'était oh là là, comment je la gère, comment je la stocke, comment je sécurise tout ça, pardon. Maintenant, c'est ok, je viens gérer de la donnée, mais j'ai quoi comme type de données? Est-ce que je vais être en conformité? Je te donne un exemple. Moi, je travaille en ce moment beaucoup avec les banques. Et puis, on a une banque a eu des gros soucis en 2019 ici. Et maintenant, dès qu'il y a les données, c'est voilà, attends, il y a quoi dans les données? Est-ce que j'ai des numéros d'assurance sociale? Est-ce que j'ai des noms, ce genre de choses? Donc, avant de faire quoi que ce soit, regardons le niveau de sensibilité de ces données-là. Si jamais t'es pas sûr, nous, on a mis en place une sorte d'enclave
mets les données ici, puis on va ensuite valider si oui ou non tu continues à travailler de manière technique sur les données. Donc oui, je pense que la discussion commence à arriver. Et même nous, Microsoft, on commence à avoir de plus en plus de demandes sur le sujet-là, surtout depuis qu'on a annoncé Azure Purview et qu'on commence notre voyage dans la partie de gouvernance de données. Justement, à propos de ça, est-ce que tu veux dire 2 mots pour introduire ta session de tout à l'heure? Oui, déjà, je vous invite à venir voir cette session, parce que je n'ai pas envie d'être tout seul, surtout que je vais me lever tôt pour vous. Non, je plaisante, là, je t'attends surtout toi, Isabelle. C'est vous présentez ce que Microsoft va prévoir de faire avec Azure Purview, la vision. Comme vous en doutez, on est nouveau dans le secteur. On est dans un secteur qui est plutôt fonctionnel et métier que technique. Donc, on a beaucoup de clients qui se questionnent sur Microsoft. Qu'est-ce que va faire Microsoft dans le domaine de la gouvernance de données? Donc voilà, venez à ma session, je vais vous répondre. Je vais aussi vous donner la vision de Microsoft avec Azure Purview et sûrement une petite surprise en avant-première. Donc voilà, hein, on parlait outils, on parlait sécurité. Je pense que Franck était droit dedans. Comme il le dit par rapport à Azure Purview, c'est encore un truc qui est neuf, hein. Enfin, ça fait des années qu'ils essayent de nous faire quelque chose chez Microsoft, évidemment. Comme il le souligne aussi, ils sont chez Microsoft, ils sont beaucoup sur les technologies et moins sur le métier. Je pense que Lazare, tu as sûrement une réaction par rapport à ça. Clairement, là, du coup, donc nous, et moi personnellement, on regarde l'outil Purview avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai bien aimé dans l'intervention le fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas un sujet technologique. C'est-à-dire qu'on est dans le cœur même de cette table ronde. Aujourd'hui, c'est comment on va mettre du fonctionnel, et peut-être qu'on arrive un peu tardivement. On va commencer à écouter nos utilisateurs pour essayer de mettre les bons moyens technologiques. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le barycentre de tout ça, c'est le use case, c'est le fonctionnel, et c'est comment on va mettre en musique la marche de cette culture data et le côté stratégique data-driven, je pense que sur lequel toutes les entreprises travaillent aujourd'hui. Ça promet d'être passionnant dans les mois ou les années qui viennent, mais comme toi, hein, je sens un point d'inflexion. Alors que quand on y réfléchit, des choses sur la plateforme Microsoft comme le Master Data Service existe, mais depuis des années. Je vais quand même chez beaucoup de clients, je fais beaucoup de projets, je fais des formations, donc je rencontre beaucoup de gens. J'ai croisé 2 fois de Master Data Service et une fois c'était en POC en plus. Donc voilà, ça montre que l'appétence n'était peut-être pas encore là ou l'outil n'était peut-être pas encore suffisamment prêt à être pris en charge ou le curseur n'était peut-être pas placé au bon endroit sur les personnes qui doivent utiliser ce type de produit parce que peut-être que c'est idéal pour un data steward, mais on n'a pas encore nécessairement un data steward qui est présent en entreprise. Donc voilà, on retombe un peu là-dessus. On va aller voir ce que Jean-Pierre nous raconte. La technologie. Alors, on peut pas nier qu'il y a une composante technologique liée à la manipulation des données. À minima, il faut apprendre à servir des outils, comprendre comment ça fonctionne. Mais à vrai dire, c'est pareil pour tout. La première fois que vous avez ouvert un tableur ou Word ou ne serait-ce que votre client mail, je rappelle bien, la première fois, c'est peut-être il y a un certain nombre d'années, en fait, on est obligé de les apprendre, on est obligé de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'apanage de tous, qu'on soit tech ou qu'on soit pas tech. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des aspects plus techniques à la manipulation des données, mais souvent on va être sur des sujets soit connexes, donc par exemple la sécurité, la volumétrie, l'industrialisation, donc là qui pour le coup peuvent être des choses réservées à des profils un petit peu plus techniques ou voire informaticiens, ou alors on est sur des sujets avancés qui vont nécessiter soit une approche particulière, soit de l'expérience, une approche presque de spécialiste. Et là je pense par exemple très clairement à la modélisation des données, où là ça nécessite finalement de comprendre un petit peu mieux, en tout cas d'y avoir passé du temps pour pouvoir répondre à la question. Donc
Oui, ça reste technique. Je voudrais pas dire l'inverse, mais néanmoins c'est quelque chose qui est accessible, en tout cas pour les 80%, et puis on a les 20% restants où là il suffit de se faire aider par des compétences plus techniques si on ne l'est pas soi-même. Voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir à ceci ou on passe au suivant? C'est tout bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Ah, Serge, le micro est coupé. On a fait le tour de la question, oui, tout à fait. Pardon. Oui, ok. Alors, on a peut-être fait le tour de la question, mais on a encore l'avis d'Edouard sur le sujet. Hein, donc, a priori, un développeur Power BI, mais qui est quand même en contact étroit avec les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter là-dessus? Voyons. Oui, Isabelle, moi je pense que oui. En tout cas, je peux parler de mon expérience ici chez le client. On a on travaille avec beaucoup de données, on a beaucoup de problèmes techniques, et donc parfois on n'interagit pas assez avec les utilisateurs. Et je pense qu'une des choses qui fait ça aussi, ça peut être les canaux de communication. On travaille parfois avec des emails ou avec des tickets, et donc on a des demandes qui sont au final assez spécifiques. Donc un utilisateur va nous demander, j'ai envie d'avoir cette colonne en plus dans le modèle et j'ai envie de savoir faire ça. Point. Et donc nous, voilà, on peut travailler pour adapter le modèle ou alors adapter le rapport, mais parfois on ne sait simplement pas à quoi sert le rapport. Et là, je trouve que c'est toujours intéressant de parler avec les utilisateurs, et c'est encore mieux si c'est de vive voix et simplement de poser la question principale, c'est voilà, à quoi sert le rapport? Pourquoi est-ce qu'on fait un rapport? J'ai cru comprendre qu'en fait, tu avais régulièrement des workshops avec les utilisateurs justement pour combler ce fossé. Effectivement, j'organise qu'on appelle ça des trainings ou des workshops, donc des formations, des échanges. Mais je dirais que, en tout cas aussi de mon expérience chez le client, là où j'ai appris le plus, c'était dans des appels où on n'était pas beaucoup, donc maximum 3-4 personnes, parce que là, les gens s'expriment plus et voilà, échangent plus leurs idées. Quand on donne une formation à 10, 12, 15, 25 personnes, je trouve qu'on perd un peu cette interactivité. C'est important d'avoir les deux. C'est bien de donner des formations générales, mais moi, c'est toujours dans les appels où on est maximum 3-4 personnes que j'apprends le plus sur les données du business. Plus dans une position de coaching alors. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi souvent un notebook et je note à chaque fois les termes business que je ne comprends pas pour au moins essayer donc parfois je demande, je dis voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de fonds de pension ou de SICAV, ce genre de choses. Et vraiment d'avoir cette collection de termes business que je ne connais pas. Et je pense que l'utilisateur apprécie vraiment qu'on utilise les termes que eux connaissent et avec lesquels eux travaillent, plutôt que de ne parler que de colonnes, de tables et de clés. Parce qu'au bout d'un moment, si on parle de clés, on les perd. Voilà, alors je pense que c'est un témoignage, hein, on peut le voir comme ça, qui est vraiment super représentatif. Hein. On a quelqu'un de l'IT. Bon, après, Edouard, il a un profil qui est quand même très ouvert, très en contact avec le métier. Et il reprend, mais à la lettre, les différentes problématiques qu'on a évoquées. Il y a quelque chose qui dit sur lequel moi, je voudrais rebondir en parlant aussi un peu de mon expérience. C'est, on est dans du pragmatique, on est dans tiens, cette fameuse communication entre le business, entre le métier et l'IT, comment ça se passe. Et là, on parle de workshop. Moi, en général, parce que je suis pas mal aussi sur des trajets d'adoption, de gouvernance, de comment est-ce que cette culture de données arrive dans l'entreprise, c'est effectivement en organisant après la partie formation qui peut être assez simple à l'outil technique, après cette partie-là, en organisant ce que j'appelle des cliniques. Donc, ce sont des moments de coaching où vraiment il y a une tranche horaire sur la semaine. Donc, tous les mardis après-midi, mon bureau est ouvert et les gens qui commencent à produire des rapports en Power BI, par exemple, vont venir me voir. Et ce sont les moments les plus précieux. En fait, ce sont les moments où les choses vont commencer à se construire. Alors, on évoquait le fait de mettre en place des chief data officers, des data stewardship, des data catalogues, toute une couche, etc. Mais évidemment, il faut bien se rendre compte que si à nouveau on fait une approche top-down
où les gens de l'IT et les managers du métier ont décidé que ça allait être la bonne approche, si derrière ça, il n'y a pas un travail de terrain, ça va rester vide. Ça va être une couche en plus que les gens doivent utiliser. Ah oui, où est-ce que je vais chercher l'information? Et ils continueront à envoyer un mail ou à ouvrir un ticket ou à patauger un peu et finalement bidouiller dans leur coin si ce canal de communication n'est pas ouvert. Il faut humaniser ça, oui. Donc, c'est les vrais moments où la culture se met en place. C'est des vrais moments d'engagement, en fait, où l'expert technique s'imprègne des vraies problématiques des métiers, où les métiers voient que c'est quelque chose qui n'est pas si complexe que ça et qu'il est accessible. Je pense du témoignage, moi j'ai souligné un mot parce qu'en fait, pour rebondir aussi sur les cas d'usage, hein, c'est la phrase qu'on entend, c'est on veut mettre en place un data catalogue pour savoir à quoi servent nos rapports et à quoi sert ce rapport. Donc pour moi, quand on arrive dans une organisation et qu'on peut retrouver 1000, 2000 rapports tableau de bord, moi, humainement, je me dis, il y a un souci. Ils ne sont pas tous actionnables, ils ne sont pas tous valuable. Donc là, du coup, potentiellement, il y avait déjà des erreurs de commises et c'est un bon cas d'usage pour démarrer avec l'acculturation et d'engager tous ceux qui les ont produites. Et ça rejoint le côté clinique, ça rejoint le côté cas d'usage et le côté donner du corps à cette culture commune entre les IT et les métiers. Tout à fait. Alors, je pense que cette fois, Mélissa avait répondu à cette question-là, donc je vais quand même aller vérifier ça. Donc, elle donne sa session en début d'après-midi, justement, sur le sujet. C'était dans, comme c'est un PowerPoint, évidemment, c'est un petit peu différent. Je pense que c'est ici. Voilà. Donc, Mélissa, j'avais oublié de la présenter, mais elle est donc vraiment une des personnes, des figures les plus connues dans la communauté Power BI. Elle travaille énormément sur des sujets comme la gouvernance, la culture de données, les architectures aussi. Vous avez peut-être déjà vu passer ces magnifiques schémas end-to-end. Donc, depuis des années, elle fait des gros schémas avec toute l'architecture autour de Power BI. Si vous en avez l'opportunité, je vous conseille vraiment d'aller sur son site. Il y a plein de matériel. Vraiment, c'est du super boulot. C'est très chouette. Alors, ici, eh ben voilà, elle nous répondait à la deuxième question. Donc, pour elle, les professionnels de l'IT peuvent absolument trouver les concepts de data culture relevants. Je traduis à la volée pour l'audience qui n'aurait pas l'anglais suffisant que pour comprendre. Donc, 3 façons pour elle d'utiliser Power BI dans cette culture de données. L'approche où tout est complètement centralisé. J'ai un de mes clients qui fait ça en fait. Ils ont un énorme cube et on produit du rapport Power BI dessus. Voilà. On a la deuxième approche qui à l'inverse est complètement self-service et l'approche hybride évidemment où les datasets les plus critiques vont être gérés centralement par l'IT. Et tout ce qui est rapport et visuel sera géré par le métier, ce qu'on appelle le Managed Self-Service BI. C'est un point de vue qui est intéressant parce que la question suivante, justement, va un petit peu en parler également. Alors, je continue de parcourir. De toute façon, on vous mettra ce matériel à disposition. Voilà, ici, elle insiste vraiment sur le fait qu'effectivement, l'IT doit être au courant de l'état de data culture. Donc, on parlait de maturité tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Où est-ce qu'on en est dans l'entreprise par rapport à ça? Et effectivement, un excellent indicateur, comme tu le soulignais, Lazare, je pense, c'est vous arrivez quelque part, il y a 2000 rapports, il y a un souci. Et soit ces 2000 rapports sont produits par l'IT et il y a une énorme frustration parce que moi, je rencontre des équipes où effectivement, historiquement, le rapport est fait par l'IT avec des incessants va-et-vient entre le métier et l'IT pour arriver au rapport nécessaire. Soit
Power BI a explosé et on a une espèce d'anarchie qui se répand et de multiplication des rapports, mais ça n'a rien de miraculeux, je vous le dis tout de suite. C'est un peu comme la multiplication des fichiers Excel. Alors, ceci va nous amener à la prochaine question que je vais aller chercher chez Mathieu. Il a toujours le sens de l'ellipse. Voilà. Donc, nous sommes déjà à notre avant-dernière question. So this next question is probably my favorite. So governance and self-service, isn't that an oxymoron? And the answer is no, absolutely not. Governance and self-service are like chocolate and peanut butter or champagne and strawberries. They go together beautifully. And the important thing to keep in mind is that governance does not mean locking things down and preventing people from accessing data. Governance means ensuring that it is easy for the right people to work with the right data in the right ways, and often also means that there is control and monitoring and oversight of those activities. But governance is absolutely vital for successful self-service BI at any meaningful scale. Voilà. Donc, la question, c'est ce paradoxe entre d'une part dire OK, c'est bon, self-service, c'est le métier qui va être responsable, qui va produire les rapports. Et d'autre part, non, il y a de la sécurité, il y a de la gouvernance, on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc, comment est-ce qu'on va un petit peu agencer les deux? Donc, je ne sais pas, je vois que Serge a l'air impatient de rebondir. On va le laisser aller. Et puis après, Lazare, je suis sûre que tu as des millions de choses à dire aussi. Donc, voilà. En fait, je rejoins vraiment à 100% ce que dit Mathieu, mais ça redevient, c'est redéfinir le rôle de l'IT aujourd'hui et dans le futur, en fait. Le rôle de l'IT, c'est faire en sorte que le business puisse tirer tout son potentiel. Et donc, le self-service, c'est faire en sorte que le business puisse tirer tout son potentiel. Ça peut être en Power BI, mais c'est aussi dans les autres domaines de la Power Platform, par exemple, comme Power Automate, comme Power App, c'est exactement la même problématique. Et le rôle de l'IT, c'est faire en sorte qu'ils puissent le faire, augmenter leur potentiel en diminuant les risques. Donc, ils sont à leur service. Donc, ça, c'est le nouveau rôle de l'IT. Et donc, le self-service est fondamental pour l'IT parce que ça permet au business de tirer au maximum le potentiel. La créativité, elle est dans le business, en fait. L'intelligence est dans le business. Ils ont une quantité immense de projets, de problèmes à résoudre, etc. Et donc, ils ont leur data. Ils savent beaucoup mieux, mais un facteur 100 par rapport à l'IT, ce qu'ils peuvent faire, comme le retour sur investissement qu'ils peuvent faire pour l'entreprise. Et donc, l'IT doit les aider en leur évitant d'avoir des problèmes, y compris des problèmes de sécurité, de duplication, etc. Mais c'est comme ça qu'on positionne l'IT, en tant que serviteur. Et c'est compliqué, hein. Donc, Lazare? Le sujet est sensible. Je pense que là, du coup, voilà, Serge, on est en plein dedans. Et au fait, là où moi, je ne pense pas du tout que ce soit une oxymore, c'est au contraire, en fait. Aujourd'hui, la gouvernance est indispensable pour permettre le self-service. C'est-à-dire, moi, je dirais que c'est au contraire. La gouvernance se met au service du self-service. Et quelque part, en fait, l'IT, là-dessus, moi, je préfère dire il a le rôle du magicien là-dedans, parce que c'est lui qui va rendre ça possible. Parce que c'est lui qui connaît les recettes. C'est lui, si on prend la métaphore de la gastronomie, c'est lui le chef étoilé qui va pouvoir, en fait, prendre en fait, tous les bons ingrédients et toutes les idées de recettes du métier et qui va pouvoir mettre ça en musique pour que la magie ait lieu, en fait. Et typiquement, ça nous ramène à la question tout à l'heure de la sécurité. Donc, quel est le bon niveau de sécurité? Quel est le bon niveau aujourd'hui d'autonomie qu'on va donner aux métiers en fonction de leur maturité dans le self-service? Parce qu'il y a des niveaux également dans le self-service. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une oxymore. Au contraire, ils sont indissociables en fait. On ne peut pas faire l'un sans l'autre.
Alors, j'ai le plaisir de voir apparaître notre ami Christian, qui a dû tomber du lit pour nous rejoindre, je pense, hein, tu es à Montréal hein, pour le moment. Par contre, tu es muté. mute. Voilà. Tu es mute. Alors, oui. Voilà. OK, Est-ce maintenant, que ça va tu peux mieux. te présenter, Christian? Oui, bonjour. Mon nom est Christian Côté. Je suis de Montréal. Donc, pour moi, il est 5h47 ce matin, mais bon, ça va. Je suis un lève-tôt, donc ça me convient. Je suis Data Platform MVP depuis 12 ans. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises Isabelle et Serge dans différents summits. J'ai même fait un SQL Saturday quand ça existait autrefois à Toulouse. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt du côté back-end, je suis plutôt du côté d'intégration des données. Puis quand on parle de data culture, c'est assez intéressant de voir le fait que c'est tellement facile maintenant d'accumuler des données, alors qu'autrefois, ben, on laissait beaucoup tomber de données parce que on n'avait pas, on n'avait pas assez d'espace pour le faire ou on n'avait pas les bons outils pour le faire. Un data lake, ça fait pas longtemps que ça existe. Autrefois, on pouvait faire un data lake on-prem. Ce que j'avais vu, moi, c'est que le data lake, finalement, c'est un data lake structuré. Donc, c'est une base de données, tout simplement, où est-ce qu'on a accumulé plusieurs choses. Et on ne pouvait pas tout accumuler parce que l'espace disque était limité. Et donc, souvent, on mettait ça sur des tapes backup et on perdait les données. Et c'était dur de ramener, ça prenait plusieurs semaines, plusieurs jours, ramener les données du tape backup. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir tous les données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, c'est autre chose. J'entendais parler tantôt de self-service. Oui, c'est bien du self-service, mais si tout le monde a sa propre idée de ce qu'ils font avec les données, on va retomber comme quand on était en silo autrefois. On ne voudrait pas retomber dans un entrepôt de données corporatif où est-ce que tout était contrôlé, que ça prenait 6 mois à ajouter une nouvelle source de données parce qu'il fallait qu'elle soit vérifiée, contre-vérifiée et tout et tout. Mais en même temps, il faut juste trouver le juste milieu entre les deux. Donc, En fait, la question était effectivement autour du self-service et oui. on avait eu on a démarré sur le point de vue de Mathieu Roche hein, qui disait qu'effectivement, gouvernance et self-service, ça va ensemble comme Oui. il nous a dit le chocolat et le beurre de cacahuète, mais ici, ça ne nous parle pas en Europe. Donc, heureusement, il a ajouté le champagne et les fraises et ça, voilà. Ça Voilà. parle à tout le monde, je pense d'ailleurs. Là, tout à coup, mais bon, il est un peu tôt dans la journée pour ça. Oui. Et donc, on a un petit peu rebondi là-dessus parce qu'effectivement, c'est la gouvernance qui va rendre le self-service possible. Absolument. Un peu comme quand vous… Non, je vais faire une métaphore qui va peut-être pas plaire au métier, mais je veux dire, hein, c'est comme quand vous allez dans une plaine de jeux avec les enfants, ben, comme elles sont super sécurisées maintenant, ben, ça rend les choses possibles. On peut les lâcher et ils peuvent aller jouer. Ils peuvent aller jouer dans les données. Alors, dans ce que Mathieu a dit tout à l'heure, il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir parce que pour moi, elle est super importante. Au niveau sécurité, il a parlé de mots comme le monitoring et autres. Et je pense qu'effectivement, la sécurité, on peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir, je bloque tout, j'empêche tout. Hein, vous savez, ces réunions fabuleuses qu'on a parfois avec les responsables de sécurité pour faire des ouvertures de ports de firewall et c'est compliqué, voilà. Hein, donc, ça, c'est un aspect de la sécurité. On ferme tout et puis on voit ce qu'on peut ouvrir. Dans un contexte de self-service, c'est impossible parce que les gens doivent pouvoir aller consommer la donnée. Mais la sécurité, et c'est ce que je plaide souvent dans mes projets ou auprès de mes clients, je dis la sécurité, c'est pas tout fermer. La sécurité, c'est savoir ce qui se passe. De nouveau, c'est comme avec les enfants. Hein, tu ne vas pas les empêcher de vivre. Tu gardes un petit œil dessus. Et donc, là, on revient de nouveau aussi sur ces questions d'outils ou autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prévoit du monitoring, on prévoit des méta-rapports, on sait qui fait quoi dans le tenant, on a une idée de la façon dont les données sont consommées, ben, ça va permettre non seulement de libérer ce self-service, mais en back-end, au niveau de l'IT, ben, de se dire, OK, c'est ce dataset qui est le plus consommé, je vais le mettre sur ma capacity premium. Donc là, je retombe sur des trucs fort technologiques. Mais je pense que, oui,
De nouveau, j'ai une métaphore, mais je suis la reine des métaphores douteuses. Donc, vous allez me pardonner celle-ci, mais je suis persuadée que les services de renseignement sont beaucoup plus utiles dans la lutte contre le terrorisme que les militaires qui se baladent en rue. Et donc, c'est un peu la même chose. Attention, ils nous écoutent, Isabelle. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, on va encore aller écouter les avis sur cette question-là. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un oxymore entre self-service et gouvernance? J'ai quelques personnes encore qui vont nous donner leur avis là-dessus. Et puis, vous pourrez encore rebondir, bien entendu. Alors, Franck Mercier n'a pas eu ton courage, Christian. Je l'ai enregistré, lui, pour les questions. Donc, voilà, c'est tout de suite, un peu différent. Alors, c'est vrai qu'ici aussi, pour la petite anecdote, on dit TI, ici à Québec. Et pareil. Je me suis trompée de question. Vous allez m'excuser par rapport à ça. C'était bien la question 4. Hop. Déjà, rien que version unique de la vérité, c'est un challenge à part entière. Effectivement, surtout que maintenant, il est possible de faire tout un tas de choses avec des outils et des services comme Power BI. Alors, ceci dit, après, autour de ça, on voit des process arriver parce que la gouvernance de données et puis la maîtrise du point de vérité, c'est pas que de la technologie, hein, c'est des équipes, c'est des process, des policies, comme on dit. On voit des choses qui se mettent de plus en plus en place et des bonnes pratiques. Et aussi l'intégration, justement, de protection de données et de la gouvernance. Je vais donner un exemple tout bête que je vois chez mes clients. Ils évitent de plus en plus d'utiliser Power BI Desktop. Alors, ça peut peut-être choquer au début, mais en fait, tu vas avoir 1 ou 2 personnes qui vont utiliser Power BI Desktop. Quand je dis 1 ou 2 personnes, je globalise, hein. Un nombre restreint de personnes qui vont utiliser Power BI Desktop pour créer des modèles. Ces modèles vont être ensuite publiés pour que les rapports soient créés depuis Power BI Service, depuis ces datasets. Donc, on aura déjà un contrôle du dataset. Et ce qui va être important, notamment avec l'intégration et que je présenterai avec Azure Purview, qui va pouvoir contrôler l'alimentation des datasets. Et au-dessus de ça, on va aussi rajouter la notion de label venant de Microsoft Information Protection pour rajouter un niveau de sécurité. Et là, je parle vraiment de gouvernance dans son ensemble, c'est-à-dire l'alimentation, le lineage, le contrôle, les permissions. Les permissions, pourquoi? Pour essayer d'être en conformité avec des réglementations, surtout si on traite des informations sensibles. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de rebondir sur… Je voudrais rebondir, mais rapidement, parce que je voudrais laisser la parole aussi à Christian, qui s'est levé tôt. Oui. mais en fait, c'est concernant cette partie sécurité-là. J'ai donné un petit exemple vraiment très important. J'ai travaillé pour une compagnie d'assurance comme consultant, qui est la plus grosse compagnie d'assurance en Europe, en fait. Et leur hantise, c'est quoi? Donc, ils avaient un cube de données, ils ont des contrats d'assurance vie, mais leur hantise, c'est qu'un seul contrat d'assurance vie se retrouve sur Internet. Si on retrouve un seul contrat d'assurance vie, le groupe européen risque la mort. C'est la mort quasiment garantie, en fait. Les clients repartent. Et donc, ils ont des datas qui sont très bien sécurisées dans des cubes, et puis ces datas vont dans des documents, et puis ces documents peuvent aller sur Internet. Pourquoi? Parce que les gens ont des outils comme Power Automate, comme Power Apps, et peuvent automatiser une série de choses et peuvent envoyer des emails, en fait. Et donc, les risques augmentent vraiment très, très fort. Et c'est pour ça que quand notre ami Franck parle, par exemple, de Microsoft Information Protection, ça, c'est vraiment, parce qu'on doit parler quand même un minimum de technologie, ça, c'est vraiment la technique qui va permettre le développement du cloud parce que la sécurité suit les données, peu importe qu'elle quitte l'entreprise ou pas. Vous avez un document avec des datas, et maintenant, il vient d'en parler, maintenant on est aussi dans les datas Power BI. Vous pouvez les jeter à l'extérieur, vous pouvez les envoyer par email n'importe qui. Si vous avez mis la sécurité de Microsoft Information Protection, uniquement les bonnes personnes pourront les voir, de toute façon. Ça diminue le risque. Donc ça, c'est vraiment un point très important qui va permettre de donner plus de pouvoir au business
en diminuant les risques, en fait. Désolé de parler technique à ce niveau-ci, mais voilà. Voilà, moi, où est-ce que ici à Montréal, j'ai des clients qui, tout le monde veut utiliser Power BI Desktop. Pourquoi? Parce que tout le monde veut intégrer leurs données à partir d'Excel, à partir de plusieurs sources. On n'aime pas trop traiter Excel, mais bon, on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. Donc, la plupart des clients, c'est ça qu'ils vont prendre. Et ils vont prendre Power BI Desktop pour aller chercher leurs données. Si on leur empêche, comme Franck disait tantôt, c'est très difficile de les empêcher d'utiliser Power BI Desktop parce que c'est gratuit. Les gens le téléchargent. Et ils peuvent s'en servir, puis ils voient tout ce qu'ils peuvent faire avec ça. Souvent, ils ont des bonnes idées comment intégrer les données ensemble que la partie TI n'aura pas la même idée. On n'aura pas, nous, cette créativité-là du côté TI parce qu'on ne connaît pas assez le business ou on ne sait pas comment le client veut servir des données. Par contre, où est-ce que c'est. Donc, on peut difficilement empêcher de faire ça, mais pour le client, va pouvoir déployer ça dans son workspace à lui. Mais lorsqu'il veut déployer ça dans un workspace Power BI, par exemple, qui est partageable, alors là, ça prend une licence pro, c'est sûr, mais on empêche le client de déployer ça dans un workspace Power BI, et là, ça passe par TI. Donc, TI va contrôler les données qui sont dedans. Mais ça, ce processus-là, ça prend en place, il faut que ça soit approuvé par la sécurité et tout. Moi, je trouve ça très lourd en tant que tel. C'est ça que Microsoft et beaucoup de fournisseurs essaient d'alléger. Mais on n'a pas le choix, il faut passer par là parce que, comme tu disais, Serge, tantôt, si des données se retrouvent sur Internet, je pourrais facilement prendre un PDF du contrat d'assurance et le mettre dans mon Power BI Desktop et après ça, pouf, je l'envoie sur Internet. Donc, on a besoin d'une gouvernance en tant que telle. Et c'est ça qui est. Mais on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse empêcher les gens de servir de Power BI Desktop. Les gens aiment trop ça. Les Power Users, ils aiment trop ça. Sinon, ils vont prendre Excel. Mais c'est une question intéressante parce que c'est des discussions qui encore quand même dans pas mal de boîtes. Il n'y a rien à faire. Hein. On a tout le spectre entre les gens qui sont complètement dans le cloud, en SaaS, dans tout ce qu'on veut, puis des gens qui sont toujours on-premise et qui sont très réticents à aller dans le cloud. Et je leur dis, mais attendez, vous y êtes, vous utilisez des emails depuis des années. Je suis désolée, tu n'as pas besoin de Power BI Desktop. Tu as juste besoin de ton mail et d'un fichier Excel ou d'un n'importe quel fichier et tu as une fuite déjà à ce moment-là. Donc, l'argument, quelque part, il ne se tient pas. C'est juste que l'aspect visibilité, industrialisation, etc. est plus fort. Donc voilà. Mais effectivement… Mais on ne peut pas empêcher les gens de travailler. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si les gens ne peuvent pas, si on empêche les gens de servir d'outils self-service, ils vont faire avec Excel. Et là, le danger, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils ont dans Excel. Alors qu'au moins qu'avec Power BI Desktop, on peut avoir un certain contrôle parce que si on leur dit, ben oui, servez-vous-en, ça fait plaisir. Puis après ça, montrez-nous ce que vous faites pour qu'on puisse vous aider, premièrement, à modéliser un peu mieux parce que les gens ne savent pas trop comment modéliser souvent. Et ensuite, peut-être qu'on a des sources de données qui sont plus fiables. Qu'on pourrait remplacer. Donc, et après ça, on va pouvoir partager sans problème. Et il y a beaucoup de gens qui empêchent l'importation des données dans Power BI. L'importation des données, ils veulent juste qu'on fasse du direct query ou du live query avec Power BI. Ça, c'est un autre débat parce qu'ils ont peur que l'information se retrouve sur le cloud et là, on n'a plus la sécurité associée à cette information-là. Si j'ai un cube on-prem ou un cube sur le cloud, j'ai mis un row-level security, j'ai mis une sécurité dessus. Mais si j'importe les données dans le cloud, s'il n'y a pas de gouvernance au niveau de la sécurité, ben tout le monde a accès à ça. Tout le monde qui a accès au workspace va avoir accès à toutes les données qui sont dedans. Et souvent, on ne veut pas ça. Problème qu'on connaît en SharePoint depuis longtemps, en fait. Hein. On se bat contre ça. Hein. Donc, J'allais dire que le premier self-service, souvent, c'est une analogie que je fais, c'est que, en fait, pour moi, le premier self-service, c'est effectivement SharePoint et les outils de collaboration.
et où tout à coup on remettait la responsabilité chez le métier de produire du contenu et de le partager, et qu'on ne demandait pas à l'IT de faire un intranet, de faire ci, de faire ça. Et effectivement, ces problématiques se sont déjà posées à ce moment-là. Elles ressortent avec Power BI, mais je veux dire, tu peux faire du direct query sur un cube. Si tu utilises un shared dataset, tu fais du direct query sur un cube aussi. Donc finalement, Oui. on retombe tout le temps sur les mêmes choses. Et ce qui est important, c'est si la data culture augmente, c'est que les gens sont plus au courant des enjeux, la technologie devient plus facile et du coup, on devrait pouvoir moyenner. Et encore une petite chose avant de passer la parole à Lazare, parce que je pense qu'il a des choses à dire. Je vois son œil qui En fait, frétille. c'est passionnant d'écouter la discussion. Ah, d'accord. Mais ce dont tu parlais aussi, donnons Power BI Desktop aux gens, laissons-les s'amuser, puis on voit comment on peut les aider. Ben, c'est typiquement les activités de prototypage que Power BI permet de faire et qui, à nouveau, va renforcer ce lien entre l'IT et le métier, parce qu'on va dire ah oui, mais en fait, c'est ça. Et c'est quand même vachement plus simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, mais on recevait une analyse fonctionnelle pour faire un rapport et on devait imaginer ce que les gens voulaient. Donc, on mettait 6 mois pour sortir le rapport avec une grosse trentaine de réunions entre-temps et beaucoup de frustration de part et d'autre et d'argent gaspillé. Alors que maintenant, on va recevoir le prototype en Power BI, on va comprendre ce que veulent, on va les aider, mais aussi bien au niveau des données, de leur qualité, de la performance du rapport, et puis éventuellement un petit peu sur les visuels. Mais on va vraiment avoir cette facilité avec ce... C'est plus que du mock-up, hein. Je ne voudrais pas moquer. Ok. Lazare? En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'outillage. Pour moi, il n'y a pas de débat. On a une puissance technologique, on a une capacité à servir aujourd'hui la valorisation de la donnée, donc avec tous les outils que vous avez cités, qui est juste énorme. Et moi, si je me prends un peu l'avocat du métier aujourd'hui, vraiment cet aspect moins technique, c'est qu'aujourd'hui, c'est frustrant de se dire on a tout ça sous le capot et quelque part, on n'exploite même pas 20-10% de ça et on passe notre vie à avoir des débats sur à réinventer des choses. Donc, je vais prendre un petit truc qui illustre tout ça. C'est qu'aujourd'hui, si on a le temps qu'on met maintenant, comme tu l'évoquais Isabelle, pour produire un report, ce qu'on faisait il y a 10 ans, voilà, il y avait 3 mois, 4 mois, 6 mois pour faire un MVP. Là, aujourd'hui, le report, il est en prod quasiment dans la semaine, si on a le requirement qui est clair. Parmi le requirement, il n'y a pas que les KPI et la data. Il est destiné à qui? Est-ce que les infos qui sont dedans sont sensibles ou pas? Est-ce que c'est confidentiel ou pas? Et c'est à partir de là que je vais définir le niveau de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, Power BI ou Azure, la plateforme globalement, ou la suite Microsoft, embarquent tous les éléments pour sécuriser ça au bon niveau. Et donc, en fait, c'est là où on rejoint la data culture. Moi, je pense qu'on est au cours du sujet. Aujourd'hui, l'IT doit obliger le métier à mieux exprimer le besoin sur des volets que le métier négligeait avant, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est quoi les risques qu'on a au niveau métier, parce que quelque part, je suis désolé, mais moi, ce n'est pas à l'IT de décider si cette donnée, je la bunkérise ou pas, parce que la sensibilité de la donnée, sa criticité, au final, c'est le métier qui l'a. Sauf que pendant longtemps, le métier a trop délégué ça à l'IT. L'IT réaction défensive, il l'a sursécurisé, il l'a trop bunkérisé. Et aujourd'hui, on a du mal à sortir un peu de ces réflexes. Et en vous écoutant parler, moi, j'ai envie de dire juste, en fait, obligeons le métier à nous raconter son histoire. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour le servir, en fait. Et c'est là la culture data et la gouvernance. Tout à fait. Et ça me fait penser à quelque chose quand je suis dans des trajets de lancement de projets BI en entreprise, de data culture, d'adoption, etc. J'insiste toujours, même si maintenant ça devient quand même plus intégré dans Power BI, c'est un peu plus prévu il y a moyen de le faire, mais j'insiste toujours sur la métadonnée. Je ne vais pas dire que ça vient du monde SharePoint parce que ça va faire plaisir à Serge, c'est pas ça. Mais pour moi,
ne peut pas publier un rapport s'il n'a pas sa fiche de traçabilité, comme un morceau de viande. Je suis végétarienne, mais bon, je fais un effort. Voilà. Hein, et puis, enfin, comme n'importe quel aliment, en fait, tu dois savoir d'où il vient, les allergènes qu'il y aurait dedans, etc. Mais c'est un petit peu la même chose. Et là, c'est aussi, on le voit hein, sur les dernières releases de Power BI, on a quand même le lineage. Enfin, Franck en parlait, les tags de sensibilité. Maintenant, quand tu publies un rapport, tu peux aussi donner des informations. Et l'information la plus cruciale pour moi, sur un rapport, OK, on peut donner le numéro du support du service desk ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est l'éditeur responsable qui est le propriétaire de ce rapport, qui est le propriétaire de ces données. Et donc, idéalement, on doit pouvoir, et ça, donc, il faut faire attention quand on publie le rapport parce que sinon, par défaut, ça pourrait même être un compte de service si vous les publiez de façon un peu avec des déploiements automatisés, hein, puisqu'on a maintenant l'API pour les pipelines. Mais c'est d'avoir effectivement un endroit, je clique et je suis en contact avec la personne qui sait exactement ces données, quels sont les risques, est-ce qu'elles sont correctes ou pas, ce genre de choses. C'est important. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut introduire dans les data models? C'est une question, hein, mais c'est de mettre la responsabilité dans le data model, dire qui est responsable des data ou des groupes de data. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, parce que dans un rapport Power BI, bien sûr, ta qualité de données, elle va venir de ce que tu récupères comme données, elle va venir de ta modélisation, mais après, tu vas encore rajouter des mesures. Donc, tu peux très bien avoir un rapport qui est produit par le métier sur un data model qui a été publié, partagé, un share dataset ou un cube, comme disait Christian, mais l'utilisateur va faire un modèle peut-être composite, donc il va aller chercher d'autres informations, ou dans ses visuels, tout simplement, il va introduire des mesures, il va introduire des filtres qui pourraient faire des erreurs. Donc, l'éditeur responsable, ça va être au niveau du métier. L'IT peut garantir que le dataset qu'elle fournit est correct, est mis à jour, il y a un travail qui se fait avec le métier pour arriver à la maturité d'un data model, il est publié, il est partagé, il est consommé. Mais le rapport lui-même, pour moi, la responsabilité, elle doit être clairement chez un éditeur responsable. Ça doit être tagué, ça doit être identifiable. Et donc ça repose la question du cycle de vie du rapport, en fait, hein, au moment où il est créé, au moment où il est testé, au moment où il est publié. Et donc, au moment où il est publié, il est responsabilisé, en fait. Hein, c'est ça? Oui, oui. Et ça, quand tu mets de la gouvernance en place, par exemple, un projet où j'étais, on avait, et c'est souvent le cas, hein, Mélissa le disait dans son slide, voilà, on peut être complètement centralisé, on peut être complètement anarchique, ou on peut avoir le modèle hybride. Mais là, on proposait aux gens 3 niveaux, en fait, un peu de travail. Soit ils voulaient le truc clé sur porte, je veux rien savoir, j'ai besoin de tel rapport et l'IT fait tout pour moi. Ils avaient le niveau Manage Dataset, où effectivement on collaborait avec eux et on créait un dataset où on savait que c'était propre, que ça allait sur les bonnes sources. Et donc, il y avait une sorte de certification, puisqu'on peut les certifier, les datasets. Il y avait une certification sur le fait que les données du dataset étaient correctes, elles étaient rafraîchies et tout ce que tu veux. Et eux construisaient leur rapport par-dessus ça. Et puis, il y avait une catégorie qui était une catégorie où la seule responsabilité de l'IT était le tenant tourne, les gateways sont accessibles. Et le reste, c'est... Et au moins, le curseur est mis clairement. Mais ça aussi, c'est une culture qu'il faut donner aux utilisateurs pour qu'ils puissent... Bon, je m'emballe et on a encore des vidéos à écouter. Là, du coup, c'est juste, si je m'autorise, la petite seconde pub, là, ce qu'on vient de décrire là, c'est exactement le métier de Data Galaxy. C'est-à-dire, je pourrais donner des exemples concrets sur la fin. C'est on connecte le métier pour qu'il puisse donner tous les éléments dans un environnement collaboratif pour que l'IT n'ait plus qu'à se charger de la mise à disposition et de faire en sorte que le service tourne, parce que quelque part, ils travaillent ensemble dans le même endroit et on connecte la connaissance de l'IT et la connaissance du métier. À mon avis, on va organiser probablement un meet-up du club pour voir ça de plus près. Hein. Avec grand plaisir. Alors, donc, au niveau des petites vidéos, donc on avait vu Franck, on avait vu Mathieu. On va aller voir peut-être ce que Jean-Pierre nous dit sur le sujet. Alors, il me remet toujours dans la question 3 alors que nous sommes à la question 4. Tout va bien.
Alors c'est vrai que ça peut paraître utopiste, mon idée de tout le monde est acteur des données, tout le monde peut devenir analyste. Alors est-ce que vraiment tout le monde peut devenir analyste? Alors la réponse est souvent un petit peu entre les deux, je dirais oui, je dirais non. Certes, tout le monde peut être acteur des données et faire une analyse. Faire une analyse, le premier niveau, c'est de donner son avis et ça c'est à la portée de tous, hein. Il n'y a qu'à voir au sujet de l'équipe de France de foot ou de la politique ici en France, tout le monde a un avis. Mais je vais prendre une analogie, c'est avec la cuisine. Donc dans Ratatouille, il y a cette fameuse phrase tout le monde peut cuisiner. Alors certes, avec les ingrédients, la recette, les ustensiles, tout le monde peut cuisiner. Mais est-ce que tout le monde peut devenir un grand chef ou un chef étoilé? La réponse est évidemment un peu plus mesurée. Ce qui va être important, c'est de se dire, la dataculture, c'est individuel, mais c'est surtout aussi à l'échelle de l'entreprise. Et donc, c'est à cette échelle qu'il faut se mettre, où là, finalement, tout le monde peut mettre la main à la pâte, tout le monde peut devenir acteur des données. Le meilleur exemple, c'est la qualité des données, hein, puisque tout le monde est contributeur sur ces données-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut le voir, vraiment à l'échelle de l'entreprise, où oui, tout le monde peut finalement avoir son rôle à jouer dans l'analyse de données, ou en tout cas les données d'entreprise, la culture des données d'entreprise. Voilà, et je vais peut-être directement passer à Édouard parce que le temps file, c'est incroyable et on a encore une dernière question à remplir. Je vais juste retourner sur la bonne question. Pom, pom, pom. Édouard, qui est donc... C'est une question très difficile. Quand on parle de self-service, il faut dire du self-service de quoi? Parfois, on dit, tiens, c'est du self-service parce que les personnes vont aller elles-mêmes fabriquer leur rapport. Donc ça, c'est déjà un premier type de self-service. C'est je crée mes propres visuels, j'utilise mes propres tables. Mais il y a aussi le niveau avant, qui est le service de data preparation, donc de préparation des données. Et c'est là, pour moi, que ça devient un petit peu difficile de parler de self-service. Parce que les utilisateurs peuvent avoir des idées, bon, je ne vais pas dire un peu tordues, mais aller rajouter des tables ou alors des colonnes là où il ne faut pas. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Et quand on parle avec des utilisateurs ou même au sein du département IT, définir finalement le niveau de self-service qu'on veut donner aux utilisateurs. Est-ce qu'on veut que les utilisateurs fassent des rapports eux-mêmes ou est-ce qu'on veut carrément que les utilisateurs construisent leur propre modèle de données? Et si les utilisateurs veulent construire leur propre modèle de données, ça demande beaucoup plus de guidance et de suivi de ce côté-là. Voilà, donc encore un témoignage d'Édouard, hein, qui travaille comme développeur Power BI. Et effectivement, dans le projet sur lequel il est et auquel je collabore aussi, bon, bah là déjà, on est sur du Power BI Report Server, hein, on n'est pas dans le cloud. Donc évidemment, ça limite, on peut se dire en termes de self-service, ça ne va pas spécifiquement… Et sécurité. Hein, et sécurité voilà. aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, il y a deux approches, c'est-à-dire que la première approche avait été de créer un cube, mais magnifique, extraordinaire, dans lequel ils allaient tout pouvoir aller chercher. Donc, ça semble un peu ancien, hein, comme vision, mais effectivement, les données le permettent assez bien. Donc, il y a, je dirais, un bon 80-85% de données qui est trouvé dans ce modèle, qui est mis à disposition. Le public, ce sont des analystes, donc c'est un public qui est quand même assez pointu. Leur écosystème était Excel et depuis un an, on les a bien travaillés au corps et Power BI explose assez bien. Donc voilà, ils créent des rapports Power BI, mais uniquement en se branchant sur le cube. Et à côté de ça, on a quand même un bon 20% de personnes qui, elles, veulent accéder directement au Data Warehouse. Et donc là, il a fallu se dire, OK, on doit faire quelque chose pour que ces gens-là puissent aller plus loin, quoi. Donc ça, c'est pour vous remettre le contexte sur le témoignage. Alors, eh bien, je pense qu'il est temps de passer à la dernière question parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Et on va voir cette dernière question grâce à Mathieu. Puis vous aurez la parole, bien entendu, en priorité. Et si on a le temps, on ira regarder d'autres réponses. So, do you have an anecdote to illustrate what happens when there is no governance or no data culture?
So the short answer is no. I have thousands of anecdotes because this is something that you see again and again and again when you work with data. But rather than focusing on one specific one or naming names, what I'd like to say is that the most common scenario of governance breakdown or data culture breakdown, it comes from when the data is locked down to the point where business users that need that data to do their jobs cannot access it within the boundaries that are set up by the data owners, typically in IT. And what invariably happens is that those business users will find a way either to access the data outside of IT's control, very often by having someone who does have access export that data so that they can work with an Excel or CSV copy, or they will simply create their own data and the shadow processes to create and maintain that data. And instead of by making business decisions based on the available but locked down appropriate data, they're making those decisions on something that is not trusted, that is not accurate, that is not complete. That's the breakdown when there's the wrong governance that is keeping the data culture from being successful. Voilà, donc ici on retombe vraiment sur tous des sujets qu'on a déjà abordés précédemment avec le cas super classique. On sait bien, hein, dès qu'on délivre un rapport, le réflexe actuel qu'on espère tous arriver à éliminer un jour, c'est comment est-ce que je peux exporter vers Excel, parce qu'il y a cette appétence de l'utilisateur à vouloir s'approprier les données et les triturer à sa façon. Mais ce que j'aimerais vous demander maintenant, bien entendu, vous avez toute liberté de parole et de rebondir sur les propos de Matthew, mais c'est si vous aviez une petite histoire, un petit exemple, sans impliquer qui que ce soit, évidemment, c'est pas du tout le but, mais parfois il y a des choses un peu amusantes qui se sont produites. Je vais peut-être juste démarrer rapidement pour un peu donner le ton par rapport à ça. Voilà, il m'est arrivé, il y a des années de ça, bien avant Power BI, d'aller sur un POC de BI dans une société d'assurance. Et là, un des premiers jours, on m'a averti que en fait, je devais absolument pas me fier au genre, au sexe des utilisateurs dans la base de données. Pourquoi? Parce que dans ces temps-là, les assurances-vie étaient plus favorables aux femmes, puisque nous avons une meilleure espérance de vie que vous. Ça, c'est le Darwin Effect, évidemment. Et donc, on avait des primes d'assurance moindres. Du coup, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur logiciel? Eh bien, quand ils voulaient faire un geste commercial, ils inscrivaient l'utilisateur en tant que femme et du coup, ils avaient accès à des tarifs préférentiels. Et donc, dans leur data warehouse, ben, les hommes n'étaient pas des hommes et les femmes étaient des femmes en général. Oui, voilà. Donc, et à mon avis, ça devait fameusement biaiser les accidents de voiture. Voilà, ça c'est pour une petite anecdote rigolote sur le sujet. Et maintenant, je laisse la parole à Christian de nouveau, hein, puisque, comme voilà, tu t'es levé, on t'attaque. C'est bon. Attaquez-moi. Comme Mathieu disait, on a plusieurs exemples, on a plusieurs anecdotes, en fait, de tous les fois où les gens nous disaient, un petit peu comme toi, Isabelle, servez-vous pas des données qui sont en place parce que, malheureusement, ces données-là ne sont soit pas fiables ou toutes sortes de raisons. Moi, je me rappelle avoir développé durant 6 mois, dans le temps, écoutez, en 2007, un système qui remplaçait Access et SBase dans le temps, donc SSIS avec Analysis Services et des rapports. Et durant 6 mois, pour me faire dire après ça par l'usager que les données que j'avais utilisées, qu'on avait utilisées à la base, n'étaient pas bonnes. C'était pas les bonnes données. Donc, 6 mois de travail, une équipe de 4 personnes, beaucoup d'overtime, beaucoup de surtemps, parce que c'était quand même 6 mois pour un petit projet BI en 2007, c'était complexe. Maintenant, on aurait fait des preuves de concept avec Power BI, on aurait montré les données, on aurait montré les données aux clients. Donc, c'est un peu ça. Juste 5 ans après, j'ai eu un autre client qui, lui, me disait que, bon, voici, moi, j'ai un rapport qui me sort les données de SAP et j'ai mis, bon, vous allez voir c'est quoi l'industrie, et j'ai mis avec ça, j'ai lié avec ça les données de gigawatts.
Donc, c'est au niveau de l'électricité, de l'énergie. Alors, moi, j'ai demandé comment est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que tu as pu lier ces données-là ensemble? Et la personne m'a dit, ben c'est facile, j'ai pris Excel et j'ai pu prendre les données de SAP. Bon, j'ai dit, oui, mais nous, on a un entrepôt de données ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait lier ça ensemble? Oh, il dit, c'est très, très simple. Alors, j'ai dit, OK, on se fait une réunion et le lendemain, je lui ai montré qu'on a pris Power Pivot dans le temps, parce qu'on n'avait pas Power BI encore. Et donc, j'ai dit, OK, donne-moi les données de gigawatts que tu as et donne-moi les chiffres que tu as. Et on va essayer de faire le lien entre les deux et refaire le même calcul avec les entrepôts de données, avec les données validées, vérifiées et tout et tout. Et donc, quand on a vu pour le faire, ça a pris 2 heures. Et après 2 heures, on n'avait pas encore trouvé comment lui avait fait ses données. Il s'est rendu compte que la colonne qu'il prenait pour calculer son chiffre n'était pas la bonne. Mais il avait présenté les rapports à tout le monde, disant que c'était la vérité. Donc, c'est un petit peu les anecdotes que je pourrais dire, là. Il y en a plusieurs, là, mais c'est arrivé plusieurs fois. Mais l'histoire d'empêcher les gens de se servir de Excel, je pense que ça, c'est un débat qu'on n'arrivera jamais à résoudre. On voudrait bien, mais ils veulent tous avoir accès à Excel. Avec Microsoft pour qu'ils l'arrêtent. Oui. Non, c'est impossible. Non. Moi, je pense qu'il faut apprendre aux gens à utiliser le data model qui est dans Excel. Oui. Mais j'avais fait une session sur le sujet et je l'utilise beaucoup aussi chez les clients pour faire le parallélisme en leur disant, voilà, ce que vous faites dans Excel. J'ai vu des utilisateurs Excel qui pleuraient de joie quand je leur montrais Power Query parce qu'ils ont l'habitude de faire des VLOOKUP, oui. Ce qui est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mais soit. Oui. Alors, qui est le suivant? Serge? Mais en fait, je cherche des anecdotes qui ne m'engagent pas trop, qui sont publiables. J'en ai, mais elles ne sont pas publiables. Donc, OK. Donc, je vais essayer. Je vous laisse la parole. D'accord. Pas de souci. Là, du coup, je pense que pareil, c'est tellement commun et Christian, des situations comme celles qui ont été narrées là. On a eu tous des milliers, je pense, dans notre carrière, malheureusement, hein, un peu trop. Ouais. Et aujourd'hui, je pense, moi, un truc qui m'a marqué, parce qu'en fait, je m'étais pas mal investi là-dedans. On avait une problématique donc liée globalement à la data, pas vraiment analytics, mais d'adressage client sur un projet où on avait besoin d'avoir des touchpoints avec les contacts, les adresses. Donc, on a cherché dans l'organisation si on avait ce type d'infos. Bah, évidemment, tout le monde a dit les infos qu'on a ne sont pas de bonne qualité. Il va falloir trouver des données de bonne qualité. Donc, forcément, pendant 3 mois, une équipe, on a regardé où on peut acheter ces informations dans les services, etc. Donc, c'est un projet qui a mobilisé des personnes. On a monté tout un système pour centraliser les données qu'on a achetées, pour les nettoyer, pour qu'on puisse les utiliser. Et c'est au moment qu'on a commencé à l'utiliser qu'on s'est rendu compte que la réponse est arrivée, en fait, qu'il y avait un service qui avait les mêmes soucis il y a 2 ou 3 ans et qui avait fait exactement le même travail et qui avait même une base qui était encore plus à jour que celle nous. On a mis 3 mois à monter, on a racheté les données, donc ça a coûté de l'argent, du temps. Mais voilà, pour moi, une entreprise où il n'y a pas de data culture, où à un moment, quand quelqu'un a fait presque du shadow, mais officiel, et qu'il ne l'a pas partagé, et des situations comme ça, je pense qu'il y en a des milliers tous les jours. Et on espère plus voir ça parce qu'en fait, voilà, c'est la limite de l'exercice de la non-communication autour de la data. Mais on le verra encore. On le verra encore, malheureusement. Non, mais c'est vrai, tu as utilisé le mot shadow et Mathieu aussi. Et je pense que les outils modernes comme Power BI ou comme la Power Platform ou comme d'autres, justement, la grande crainte de l'IT protectrice et conservatrice, c'est de dire oh, le shadow IT, oh, les gens vont faire des choses. Mais justement, en leur offrant nous-mêmes les outils nécessaires, c'est la meilleure façon de tacler et de prévenir le shadow IT. Et si en plus on y ajoute cette culture de la donnée, cette culture du partage, cette culture du catalogue, des assets, etc., on devrait quand même arriver à moyenner. Serge, tu es un vieux pessimiste. Non, je suis extrêmement optimiste parce que en réalité, quand on voit tous ces outils qui arrivent, y compris
dans la Power Platform que tu citais, hein, comme Power Automate et Power Apps, qui sont en pleine explosion, hein, donc qui sont en train de pomper vos données, en fait, hein, parce que vous êtes dans le monde de la data, donc ils sont en train d'exposer vos données. Il y a quand même beaucoup d'outils, parce que c'est aussi des outils de gouvernance de ce que ça peut faire. Hein. Donc, je suis assez optimiste sur ce plan-là, mais il y a une culture, effectivement, à partager, et il faut que le management en général, hein, c'est facile de dire le management, mais le management soit conscient qu'il faut investir un peu dans cette culture parce que le retour en investissement sera très rapide, en fait. Et les risques diminuent très vite aussi. Donc, mais je suis assez positif là-dessus, mais on aura plein d'accidents. Donc, voilà. Ah oui. Oui, voilà. mais oui, Hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, il est 12h27, on doit finir dans 3 minutes. Ben, du coup, je vais peut-être quand même aller regarder sur cette dernière question avec les anecdotes, si on a encore quelque chose à se mettre sous la dent, parce que je n'aurais pas passé toutes nos petites interviews, mais c'est pas. Oula, je fais une erreur là. Hop, voilà. Et donc, c'est la question 5. Je ne sais pas pourquoi il me remet systématiquement dans le 3. On va peut-être donner le mot de la fin à Jean-Pierre. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, faisons ça. Après tout, c'est quand même le pilier de cet événement avec toute l'équipe. Hein. Alors, une anecdote ou un exemple de self-service. Alors, moi, j'aime bien citer en exemple, finalement, ce qui a forgé ma conviction autour de la self-service BI, voire même la personne qui a forgé ma conviction autour de la self-service BI. Je travaillais pour une PME sur un domaine très spécialisé et il y avait une utilisatrice avec qui je travaillais qui était totalement incollable sur son métier. Alors, les chiffres clés, des données les plus fines aux données les plus agrégées. Donc, bref, elle connaissait super bien son métier. Et elle avait une grande autonomie autour des données et finalement son point de blocage a été uniquement limité dans le fait qu'elle n'avait pas directement accès aux données. Alors moi mon travail à l'époque finalement c'était de l'alimenter en données fiables et elle faisait des rapports, des tableaux croisés dynamiques, des analyses, elle ressortait toutes les anomalies qu'il y avait eu dans l'ensemble de l'entreprise. Et finalement, cette personne était le pilier de l'entreprise, car elle savait lire dans les données, en fait. Elle savait manipuler les données de l'entreprise, et elle avait un vrai rôle à jouer, et d'ailleurs, elle le jouait dans cette entreprise. Et finalement, ma conviction autour de la culture des données en entreprise, elle vient de là, parce que j'ai eu la démonstration que finalement n'importe qui, puisque cette personne n'avait pas du tout un background d'informaticien ou technique, n'importe qui est capable, en comprenant, en sachant manipuler et lire les données, finalement apporter quelque chose à l'entreprise, apporter du meilleur, que ce soit dans les données, dans les actions, etc. Et c'est une aide extrêmement précieuse en entreprise. Eh bien, voilà, j'arrête mon partage d'écran. Sur ces dernières paroles, il est pile poil 12h30, donc je suis assez contente au niveau timing et surtout je suis super heureuse de vos contributions extrêmement riches pour cette table ronde. Désolée pour les petits soucis techniques, j'ai pas l'habitude de faire comme ça le disc jockey entre les petites vidéos et le reste, mais je pense qu'on a quand même eu un contenu vraiment intéressant. Donc, on fera un petit peu de montage de l'enregistrement et ensuite on le publiera sur YouTube en espérant que ça fasse le bonheur d'autres personnes. Merci aux participants. Je n'ai pas trop regardé dans le chat. Mais ça, ce sont des questions auxquelles on peut répondre même quand le meeting est terminé. Donc, je vais aller regarder ça de plus près et puis je vais y répondre. Donc, l'enregistrement de ceci sera disponible, pas demain, mais ce sera là. Donc, vous aurez accès aux vidéos, etc. On essaiera de vous donner un maximum de contenu. N'hésitez pas à poursuivre la conversation dans le chat. Ça peut se continuer là. Il y a des tas de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens que vous avez vus dans les interviews, il y en a 3 qui présentent cet après-midi. Donc, vous pouvez retrouver Franck avec Azure Purview. Vous pouvez retrouver Mélissa. Vous pouvez retrouver Matthew. Ces 2 dernières sessions sont en anglais. Mais bon, il s'exprime très bien. Et franchement, ça risque d'être super chouette. Donc, je vous encourage à aller les voir.
Encore merci à Serge, merci Lazare et merci Christian. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Et puis, n'oubliez pas non plus notre Web TV Café où les choses se passent. Il y a plein de lots à gagner et n'oubliez pas d'évaluer la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Merci à tous. Merci.